Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marianne Noël, je suis la DRH du groupe Vision. Je suis ravie d'accueillir cet événement aujourd'hui dans nos locaux, événement tripartite qu'on organise avec l'EDEC et la société Louis Dupont qui est parmi nous aussi aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. C'est rare qu'on s'accorde un petit peu de temps comme ça pour échanger autour de problématiques qui sont communes. Donc je suis ravie de le faire avec vous tous et j'espère que vous y trouverez un vif intérêt. Et qu'on poursuivra les échanges après la conférence tous ensemble autour d'un petit cocktail. Alors, juste vous dire que moi je suis DRH depuis longtemps, j'ai toujours fait ma carrière en ressources humaines, donc c'est quand même une fonction très féminine, mais tout le monde ne devient pas DRH, il y a beaucoup de DRH qui sont des hommes. En tout cas pour ce qui me concerne, je suis devenue DRH à un moment donné où ma fille avait 6 mois. Et donc, j'ai été confrontée tout de suite à ce moment-là au sujet du jour, c'est-à-dire comment faire pour accéder à des responsabilités supérieures tout en étant jeune, pas très encore construite professionnellement et en faisant face aux problématiques de la maternité au même moment. Donc j'ai ma propre expérience, vous avez tous la vôtre, les hommes compris, et on est là pour en discuter tous ensemble. Depuis, il y a 3 adolescents à la maison. C'est tout aussi sportif, mais ils sont plus autonomes. Ça facilite la vie. Donc, on va parler ce soir aussi de la parentalité parce que c'est un sujet qui parfois empêche de monter en responsabilité, alors que, à mon avis, il y a plein de solutions pour arriver à tout concilier. Je voulais introduire cet événement en parlant de Candace Johnson parce que c'est elle qui est à l'initiative d'organiser tout ça. Alors malheureusement, elle est dans un avion en partance pour les US parce que elle a une carrière incroyable. Elle fait partie de cette génération de femmes qui a su se faire une place dans le monde des hommes il y a longtemps. Vous pourrez aller voir son pédigré que vous voyez pour partie ici. Mais surtout, ce que je voulais souligner, c'est elle a été pendant 10 ans aux côtés de Viviane Reding et d'Ursula von der Leyen en situation de lobbying fort au niveau européen pour arriver à décrocher les 40% légaux aujourd'hui dans tous les conseils d'administration d'Europe de toutes les sociétés cotées. Et donc Candace est un très très bon ambassadeur de ce sujet. Et Candace est membre du board de Vision Group. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'EDEC. L'EDEC a travaillé sur le sujet avec la société Louis Dupont. Et donc, c'est Candace qui est à l'initiative de nous mettre tous en contact pour organiser cet événement. Donc, elle n'est pas là, mais elle vous salue depuis les États-Unis. Je vais pas passer mon temps à vous présenter le groupe Vision parce que c'est pas le sujet du jour. Néanmoins, pour introduire le sujet et pour que vous compreniez un peu dans quel environnement on déploie ce programme vis-à-vis des talents féminins, je vais vous passer juste une petite vidéo parce que vous êtes nombreux dans la salle à ne pas savoir ce qu'on fait et c'est parfaitement normal. Nous opérons en B2B dans le monde du retail, mais en images, en magasin, ça ira mieux pour que vous compreniez. The Vision 360 store is really a combination of all our technologies under one roof, all working in harmony to deliver a more impactful, profitable, sustainable retail store here in the centre of London. We're very proud of this store. We opened it just before Christmas. The feedback on the ground has been exceptional. The store has a very strong emphasis on fresh food and food prepared daily on site. We've married that up, obviously, with cutting-edge technology. We have to allow our retail customers to focus on their business. We would typically expect to install a store like this overnight, so we're not impacting trading. They want to get it in and start using it. The solutions that are helping us are, for example, Captana, which is a video monitoring service for our shelves, which is monitoring any out-of-shelf products. We also have Pulse, which is an artificial intelligence that's monitoring our stock levels and helps us create campaigns where we can create better promotions for our customers. We're starting to tap in to understand
how we can use Pulse as a business. This morning, I know that I have 98.1% availability because Captana gives me real-time out of stocks, which is an incredible move forward that we have never had in retail before. It truly is exciting how we could use it to drive our business. With the early deployment of our Engage video rails at the shelf, we've seen very significant increases in sales for those particular products. Some of those uplifts are well above 100%. The feedback we're getting from customers since we've implemented this system is fantastic. They love the new store, they love all the products, and because we are monitoring everything more closely with Captana, it just helps us to deliver a better store for our community. The Kavana experience is fantastic. The modern consumer, you're able to come in and have a world-class experience with paperless and seeing produce that is available and updated. You never really have empty counters here, and that's on account of the great technology and the implementation of that technology in the stores. Stores, ultimately, they don't need to survive, they need to thrive. And Kavana's in Belsize Park is the perfect example of a store that is thriving in a community that values this store. That's the perfect harmony of the Vusion 360 and the sustainable store. The results don't lie. As a family business, we're a long time in retail. We're only scratching the surface. The technology is extremely impressive, and I would recommend it to any other fellow retailers. Donc j'espère que vous avez compris que notre métier, c'est d'apporter des solutions technologiques en magasin pour faire du magasin physique un magasin plus efficace. Et pourquoi je vous raconte ça pour le lier à notre sujet, c'est que du coup on évolue dans le monde de ce qu'on appelle la retail tech, et dans le retail et la technologie, il n'y a pas beaucoup de femmes. On est extrêmement diverses. Pourquoi ? Parce que déjà, on est basé dans 20 pays et ça ne fait qu'augmenter. On est en très forte croissance. Et donc, on a une diversité de cultures américaines, européennes et asiatiques au sein du groupe qui est extrêmement importante et qui fait que la diversité est complètement ancrée dans l'entreprise. C'est le cas aussi des générations. On a un mix générationnel qui est très riche et qui nous permet d'être très diverses de ce point de vue-là aussi. À nous tous, on a 51 nationalités, on parle 28 langues et l'organisation de la société est vraiment globale. De ce point de vue-là, et pour driver toutes les innovations technologiques qu'il y a dans notre métier, on a des atouts qui sont très forts. Maintenant, pour en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la mixité est un sujet qu'on travaille fortement parce que pour le coup, l'ADN de la société est pas tout à fait celui-là. Quand on demande à nos collaborateurs comment ils se sentent au sein de l'entreprise et qu'on leur pose la question de manière anonyme de savoir si l'égalité des chances est une réalité chez nous, ils répondent oui, sur une échelle de 1 à 5 et dans le temps, on mène des enquêtes tous les 6 mois. On a 4,3, 4,4, c'est même d'ailleurs la question qui a le meilleur score. Donc oui, on est diverses et oui, les gens se sentent bien chez nous, hommes, femmes confondus, toute génération, toute culture, etc. Donc, je pense qu'on fait partie de ces entreprises modernes qui n'ont pas vraiment de problème avec la diversité en général. Pour autant, quand on regarde les chiffres de la mixité, on peut un peu challenger les choses. En termes de représentation féminine, on est aujourd'hui 33%. 33%, c'est pas suffisant. C'est très bien pour le monde de la retail tech, mais c'est vraiment pas suffisant, même si on était 26% encore il y a 5 ans. Donc ça bouge, ça va dans le bon sens. Mais le premier problème qu'on a, c'est celui-là. C'est qu'on n'arrive pas à recruter plus que 34% de femmes en 2023. Et donc, attirer des talents féminins, c'est un vrai sujet qui nous empêche de beaucoup progresser ou de progresser plus vite. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde les rôles plus techniques, on descend à 20%. Et donc là, on sent qu'on a un problème plus important dans les rôles les plus techniques dans l'entreprise. Et quand on regarde les rôles commerciaux, c'est encore pire. Alors ça, c'est un peu plus surprenant parce qu'on a plein de femmes qui évoluent dans le commerce en général. Seulement, elles choisissent pas le retail comme terre d'atterrissage. En général, elles sont très représentées dans d'autres secteurs, mais beaucoup moins dans le nôtre.
Donc ça, c'est un sujet parce que même si les 33% peuvent être quelque chose plutôt, je dirais, positif par rapport à la moyenne dans notre secteur, dans la réalité, c'est très différent selon les métiers. D'un point de vue managérial maintenant, parce que c'est ça le sujet du jour, les femmes en responsabilité, on en est là. On a 28% de femmes en responsabilité managériale. C'est déjà pas mal si on compare aux 33%. Peut mieux faire, ça c'est certain. Quand on monte maintenant les échelons managériaux, là, au sein de notre comité de direction élargi, on tombe à 19%. C'est un chiffre qui continue d'avancer, sur lequel on travaille beaucoup, mais qui n'est pas encore celui qu'on vise, loin de là, même si on considère que les efforts payent et que les chiffres s'améliorent beaucoup. La bonne nouvelle vient de là, c'est-à-dire que quand on regarde les managers de moins de 35 ans, on a la parité. Et donc, on a une nouvelle génération de managers femmes qui est là, qui est bien présente et qui est en capacité de progresser dans l'entreprise, qui sont nos meilleurs talents féminins aujourd'hui. Vont-elles franchir le plafond de verre, le mur de la maternité? On va voir. Et donc, c'est pour ça qu'on y travaille. Pour y travailler, on a développé un programme avec 4 gros piliers. Le premier, c'est comment attirer plus de femmes. C'est un vrai sujet, le recrutement. On a des trends de croissance de 30% par an, donc on recrute énormément. Donc on a les moyens de changer la donne. Encore faut-il attirer plus de femmes. Et donc pour ça, toute l'équipe RH, tous les networks de tout le monde sont utilisés pour attirer plus de femmes. On pénètre les écoles, on pénètre les réseaux féminins pour attirer plus de femmes. C'est un très gros sujet. Les femmes qu'on a, on les développe au maximum en leur fournissant des programmes de leadership qui sont extrêmement pertinents. On travaille avec la société, avec la fondation WIF, Women Initiative Foundation, qui a des programmes de leadership training qui sont exceptionnels sur des formats d'1 semaine avec les plus grandes écoles. Ici en France, travaille avec Centrale Supélec, mais McGill au Canada, Stanford aux États-Unis, et c'est des programmes qui donnent confiance aux femmes dans leur capacité pour progresser, et qui leur donnent tous les atouts pour revenir extrêmement boosté. On a aussi des programmes de mentoring et puis on a une attention particulière pour toutes les femmes talentueuses en général dans la promotion en général. Et on a évidemment une attention très forte aussi sur les rémunérations. Le troisième pilier, c'est les biais qu'on a tous en tête, hommes et femmes confondus. C'est le sexisme en banque que l'on combat. Et là, ça passe par beaucoup de communication en permanence, de rôle modèle, etc. Donc c'est des sujets qu'on évoque en permanence dans toutes les occasions sont bonnes pour en parler et pour combattre les biais qu'on a tous. Le dernier pilier, il est très important, c'est celui de la parentalité. Le plafond de verre, il est à peu près au même âge que le mur de la maternité. Donc on a un programme dédié pour les femmes et les hommes au moment de la parentalité, en particulier au moment de la grossesse pour les femmes. On a tout un programme bien clair pour les accompagner durant leur grossesse et à leur retour de congé maternité. Et puis au niveau global, on supporte les coûts des congés maternité et paternité partout dans le monde. Et croyez-moi, il y a bien des pays où ça n'est pas rémunéré. Et puis au retour, il y a beaucoup plus de flexibilité. On offre 3 jours supplémentaires de congé à tous les parents, père et mère, et 1 jour de plus pour accompagner la rentrée scolaire. C'est des messages qui sont forts, qui sont plus, si vous voulez, là pour faciliter les choses, mais aussi pour dire que oui, quand on embarque les collaborateurs et les collaboratrices sur le long terme, on fait avec leur famille lorsqu'ils souhaitent en avoir une. Donc voilà ce qu'on fait, voilà les résultats qu'on a, et puis c'est le sujet du jour. Donc je vais laisser la place à Dominique qui va vous expliquer la genèse de cet événement et qui a organisé ça de main de maître pour tous nous réunir. Dominique. Merci Marianne. Merci, bonjour à tous. Merci d'être là. Vous ne pouvez pas imaginer que cet événement allait se produire comme ça. Je voudrais remercier d'abord Fusion Group. Fusion Group sans qui finalement on serait pas là tous ensemble, aussi bien la direction générale que Marianne qui nous a accompagnés et qui a pris du temps alors qu'on ne se connaissait pas. Je voudrais remercier Candice Johnson, qui a une générosité incroyable, une énergie incroyable qu'elle a su partager avec la team et leur donner le courage et l'éloquence pour pouvoir arriver à obtenir même des prix lors de leurs interventions à l'EDEC. Et puis je voudrais remercier les intervenants. C'est énorme d'être là. Vous n'imaginez pas comme je suis touchée.
Vous n'imaginez pas le cadeau que vous me faites en étant tous là. Et merci aux interviewés, vous étiez 40. Une bonne partie d'entre vous, je ne vous connaissais pas. Et vous avez dit oui. En ça, cet événement est assez unique. Aujourd'hui, on est là pour repenser la promotion des femmes à l'ère de la loi Rixain. Et je voudrais vous partager comment cet événement que nous avons vécu pendant 5 mois, j'ai oublié de citer dans l'émotion quelqu'un d'essentiel aussi, c'est Judith. Merci d'être là. Quand on est dans ce travail que je suis en train de faire, c'est évidemment un moment que vous allez vivre avec moi, qui est un moment d'émotion absolument intense. Et je voudrais vous partager ces émotions. Pourquoi? Parce que vous allez repartir de là avec des réponses à 2 questions. Comment on fait et qui on met? L'événement qu'on vit depuis 5 mois, c'est un peu comme une trajectoire de carrière d'une femme dirigeante qui a réussi. Et je voudrais vous partager pourquoi. La première chose, c'est quand on démarre ce genre de projet, on a une ambition. Et on va beaucoup travailler pour que ça fonctionne. La deuxième étape, c'est que on va faire des rencontres. Des très très belles rencontres et parfois des rencontres incroyables qu'on n'avait pas du tout imaginées et qui vont bouleverser notre vie. La troisième chose, c'est les qualités dont on va faire preuve qui vont être à la fois de l'audace, parce qu'il va falloir aller interroger des personnes qu'on ne connaît pas. Il va falloir oser prendre contact avec des gens dans les networking qu'on ne connaît pas, grâce à cet objet qui est un guide. Et en même temps, il va falloir avoir l'humilité d'accepter d'avoir des noms. Tout le monde ne dira pas oui. Et d'avoir l'humilité d'accueillir la générosité de ceux qui vont vous entourer. Et puis enfin, qu'est-ce qui fait qu'un projet comme ça réussit? C'est que finalement, on a un collectif et quelque chose qui nous dépasse, un intérêt général supérieur qui nous dépasse, qui est celui de repenser la promotion des femmes à l'ère de la loi Rixain. Et quand on est cadre dirigeant, on a quelque chose qui nous dépasse et qui fait qu'on est dans des comex, qui porte notre responsabilité sociale et sociétale. C'est comme ça que j'ai toujours vécu mon métier de DRH pendant 30 ans. Il n'était absolument pas question d'arrêter. Ce projet, il n'était pas prévu d'exister, c'était une grande intuition. Ça a duré 5 mois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et maintenant, on parle de ça? Nous, c'est qui? C'est Louis Dupont. On est une société de management de transition, mais en fait, on est bien plus que ça. On est un accélérateur de l'agilité des compétences et des organisations. Et pourquoi c'est maintenant qu'on en parle? Parce qu'en 2023, quand on a démarré le projet, il restait 5 ans pour réussir la loi Rixain. Et nous avons pris le postulat qu'on n'y parviendrait pas. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a 1000 postes de femmes à pourvoir dans les comités de direction des grosses ETI et du SBF 120. Il y a 16 000 femmes qui font partie des cadres supérieurs des organisations et des 10% des talents des organisations. Et on n'arrive pas à mettre ces femmes sur les postes. Elles n'en ont pas envie, on ne les trouve pas, elles sont invisibles. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas réussi, avec les 10 ans qui viennent de s'écouler, à mettre en place des politiques du féminin. On parle encore aujourd'hui de la réalité et de la pertinence d'avoir une politique de la parentalité. On parle encore aujourd'hui des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. La loi Copé-Zimmermann a réussi un truc incroyable, elle a mis 10 ans à mettre des femmes brillantes dans des boards. Dans des boards, on est non exécutive. Et qui peut imaginer que dans les entreprises aujourd'hui, on va confier à des femmes qu'on ne connaît pas, dont on pense qu'elles ne sont pas compétentes, qu'on va leur confier les bidas de l'entreprise. La performance économique de l'entreprise, le business plan, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on est allé chercher ce guide. C'est la raison pour laquelle on a fait cet événement, pour repenser les choses, pour faire un pas de côté, puisque ça fait 20 ans qu'on en parle. Et maintenant, il faut prendre les yeux d'aujourd'hui pour regarder l'avenir. C'est pour ça que nous sommes là. Ce guide, c'est notre héros. C'est notre héros parce qu'il est là pour éclairer. Il est là pour éclairer les politiques des entreprises qui ont déjà commencé, mais qui n'arrivent pas à passer la dernière étape. Ce guide, il est là pour éclairer les entreprises qui n'ont pas commencé parce qu'elles y croient pas ou elles ont que des hommes dans leur comité de direction. Elles se posent la question de comment elles vont faire. Ce guide, il est là pour obtenir des résultats. Il est pragmatique, il est réaliste, ça marche. Et enfin, ce guide, il est là pour oser. Que les dirigeants osent positionner des femmes dans les postes, demandez-leur si elles en ont l'audace, arrêtez de penser pour elles. Ce guide, il est là pour oser, quand on est une femme, écrire sa trajectoire, oser accepter qu'il y aura des déséquilibres, oser accepter qu'il y aura des contraintes, mais juste oser. Je vais passer bientôt la parole à
à notre team. Moi, je l'appelle notre team, mais elles ont presque mon âge. Enfin bon, je suis un peu plus vieille, mais elles sont pas toutes jeunes quand même. Bon. Il y a 2 éléments clés. Elles vont vous parler de toutes les innovations qu'elles ont trouvées. J'en ai retenu 2 essentielles. La première, qui est une innovation incroyable, c'est la parentalité. Les femmes donnent naissance aux enfants. Un truc incroyable. Et en fait, on découvre que c'est tellement évident qu'il faut arrêter d'en parler. Jusqu'en 2024, les postes n'attendaient pas les femmes parce qu'elles partent en congé maternité pendant 4 à 6 mois. À partir de 2024 et à horizon 2030, les postes attendront les femmes. Et nous avons les solutions pour ça. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, qui est assez étonnante, qui est même brillante et je ne l'avais pas perçue de mon côté, c'est qu'en fait, la promotion des femmes, promouvoir des femmes, identifier des talents féminins, c'est une compétence que l'on doit maintenant intégrer dans les descriptions de fonctions des leaders. C'est vous qui l'avez dit. Le guide, c'est le reflet de 40 personnes qui ont accepté d'être interviewées, qui sont des dirigeants, des dirigeantes, qui sont des membres de comités de direction, des présidents, qui sont des managers de transition, qui sont des talents de moins de 40 ans. C'est notre réalité. So now I switch to English. Sorry for my English, just for welcoming the team. Please come here. Stephanie, Bianca, Luz, Junea, who worked with me during all this event. What is really amazing in this project, 3 things. First one, we have been the only project among 20 to take the S of ESG. No one talked about human. No one talked about skills. No one talked about diversity. We have been the only one with 100% of women in a project. No men decided to join the project. And the third one, we have a project of French law, Loi Rixin, which has been managed by foreigners executive. So you will have their look about the French law. So thank you so much to be here. I give you the ball. We don't like quotas, but we like what they do. This was a quote from Viviane Reding, who is a very prominent person in the European Commission, whose dedicated efforts led to the passing of the Rixin Law in 2021, which mandates quotas for board seats and leadership levels for women here in France. Prior to joining the Global MBA at EDEC, I was a staffing executive in the San Francisco Silicon Valley. I spent 15 years helping founders scale their teams and businesses. And while I can personally attest to the measures that companies are taking worldwide to recruit more women, I can tell you that recruiting women alone is not enough. And today we're here to talk to you about the acceleration of women promotion here in France and the project that myself and my colleagues here have taken on in partnership with Dominique and Louis Dupont and the steps that we'll be taking moving forward. So today we invite you to connect with the challenge that involves all of us. We will walk you briefly on our research, what we did during our MBA. And here we are. This is Bianca. She's a young tech professional working here in France and Scipio. Junia, head of business unit for a sustainable impact startup. Well, you know already Stephanie. He's a executive on recruitment industry and founder of Elevate. And myself, I'm Luz. I'm coming from Chile. And I have dedicated my career to creating solutions for social impact in different industries. So a little bit of context. The Sustainability Impact Challenge is part of the EDEC MBA and runs every single year from September to January. And it's amazing opportunities for French companies. Thank you. For French companies to address sustainability issues you can have and work with them with students and professionals coming from all over the world. So Louis Dupont brought this, as it was already mentioned, this different and unique perspective of how can we do to tackle gender equality in a different way, talking about women promotion. So the challenge. This challenge was related to the 5th UN Sustainable Goal,
around gender equality. So where we're at today, it's going to take 140 years to reach gender equality in the workplace on the global scale. And in 2021, when the Rixson Law was passed, in France, there were only 22% of females in executive level positions. And we know that this is not good enough. So looking at this challenge and what we're going to do as part of our project is to talk about our mission. So the mission of this project, we need to move the needle forward. And the way to do this was to uncover the prides and pains of personal stories and anecdotes from those of you here in the crowd in your careers to understand exactly what is the issue and what can we do as part of Insights and Solutions to move forward. So we basically did 20 hours of interviews. And we asked our interviewers, who actually we see many faces here today, what about their career stories? What were their main achievements and obstacles? Who were their influencers? Who were their role models? How do we got them? And as well, of course, of gender equality policies and how they have experimented them in their companies in different situations, especially, of course, in women promotion. And we ended each of these interviews with a special question that was, if you had a baguette magic, a magic wand, what would you do now to accelerate women promotion? So I continue, sorry. Our key findings with the research and, of course, the interviews, we can compile them in 6 big topics that talk us about connection and how can we grow together and we can have equal access to it. They talk us about a new understanding of how women and men careers can be in the future. And of course, of the bolder decisions that we need to make this happen. So now we will get a little bit deeper into them. So the first theme here is about the power of mentorship. And this is about enabling growth actively and together. So there was one thing primarily that we had in common with every person that we interviewed in this project. Each woman had a mentor in their career along their career advancement journey who helped push them and get them to their next level of promotion. And each man that we spoke to was a mentor to somebody else and helping pull through women on their team. This is a critical component to ensuring that women can reach leadership and executive level board positions through mentorship. The second theme being about empowering networking. So we need to ensure that we can create opportunity with equal access. This means that providing the time, the space, and the skill set to women to be able to actively and proactively recruit within their sector and their industries along their career and promotion journey. And the third being celebrating parenthood for all. We need to be able to support both men and women. Parenthood is not a woman's issue, it is a people's issue. And it's important that we integrate parenthood into the job descriptions and in each company, from the very bottom level all the way through to the executive leadership position, and to have the image that parenthood should not be difficult for somebody who's at an executive level position. The fourth is embed gender equality across all areas and all levels. We all know that companies are giving numbers on their gender equality figures, and they're great, they're growing. But if we go deeper and we see in each area and each position across industries, they're very different. And we need them to be that in each single team, there's gender equality. And as one of our interviewees said, out of diversity comes performance and comes well-being. Fifth, we need also a bolder governance, clear organizational goals to make a space for women. So here we also know that many companies are building gender equality policies, but if those policies are not truly embedded in their culture and their values, this is little to no impact. We need this, and actually one of our interviews said, like, it has to be an organizational decision
to impose balance. It's not a one single person decision. The organization must review the way the leadership roles and teams are configured. And this needs to be, and also how we get to those roles. And this needs to be how we prepare men and women for them. And this, obviously, it's a collaborative effort that has to be all through the company. Last but not least, a new leadership image. We need to understand that work-life balance is the future. So as a society, we need to change the way we understand executive roles and how they can be and be with work-life balance. So in conclusion, this is nothing new. These are all themes that we've heard, we've seen in our industries, in our roles, in our teams, in our separate countries. Things are changing, but they're not changing as fast as they should be. So I'd like to end with a quote from one of the interviewees that we spoke with. It's not a glass ceiling, it's a very steep glass mountain. While it's very difficult to summit, it's not impossible to achieve. Thank you. Thank you so much. Nice. Okay. Thank you very much. Alors maintenant, on va passer dans cette deuxième phase qui est la phase de la table ronde. On a une chance incroyable. Je vais pas m'attarder, mais je voudrais quand même vous partager cette anecdote. Valérie Lorenz-Poinceau, qui est la CEO des laboratoires Boiron à Lyon, qui est aussi la présidente, qui a été la présidente des WF, qui est un réseau de femmes à Lyon. Je ne la connais pas, je la connais en fait très bien. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est elle qui m'a fait rentrer dans ce réseau il y a 3 ans. Et puis un jour, il y a 5 mois, j'ai voulu qu'elle soit dans les interviews, mais elle n'a pas pu avec son agenda. Donc elle n'est pas venue. Mais je l'ai jamais lâchée. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai appelée en lui disant: est-ce que tu pourras venir ici? Elle me dit: je peux pas venir, mais je peux te faire une vidéo. Je ne la connais pas, Valérie. Elle ne m'a jamais vue. C'est un cadeau. Donc on a la chance d'avoir la vision de Valérie, qui vous la livre ici pendant 10 minutes. Et ensuite, nous aurons nos invités qui viendront autour de Judith débattre de nos 3 questions. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous à travers cette caméra, n'étant pas disponible le jour J pour être avec vous physiquement. Tout d'abord, je voudrais féliciter Dominique et vous, les 4 étudiantes qui ont participé à ce projet et à ce rapport qui est vraiment important pour faire évoluer la place des femmes dans nos sociétés. Alors Dominique m'a demandé de partager quelques inputs, quelques informations avec vous en tant qu'à la fois chef d'entreprise et à la fois femme du quotidien, maman, mariée et dans la vie de tous les jours. Alors il est vrai que cette loi Rixain arrive à grands pas et que pour moi, mais je pense qu'il en sera de même pour vous, la loi Rixain, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper parce que dans 4 ans, j'allais dire, il sera quasiment trop tard. Et pour cela, il y a des choses à faire. Donc en tant que chef d'entreprise, j'ai 3 idées à partager avec vous que moi j'expérimente au quotidien dans mon entreprise. Tout d'abord, il faut savoir tenir l'échelle aux femmes. Parce que qu'est-ce qui fera que les femmes seront dans nos COMEX demain et qu'il y aura un équilibre hommes-femmes dans les COMEX? Eh bien, c'est parce qu'il y aura eu des femmes dans le vivier de nos entreprises qui feront qu'elles pourront accéder à des postes à responsabilité. D'où cette image que je prends avec vous de tenir l'échelle des femmes pour qu'elles puissent grimper. La deuxième chose, c'est leur permettre, ces femmes, d'oser. Alors il faut savoir que, moi je le vois au quotidien dans l'entreprise, quand il y a une annonce qui paraît dans l'entreprise et qu'il y a 8 critères, eh bien certaines femmes qui vont avoir 7 critères et demi, elles ne vont pas oser postuler, alors qu'elles le devraient. Et donc je pense qu'en tant que chef d'entreprise ou en tant que directeur ou directrice dans l'entreprise, on a un rôle à jouer pour aller chercher ces femmes et leur dire que c'est possible pour elles et leur donner des challenges. Donc moi, dans l'entreprise, j'ai organisé les choses pour qu'on fasse 2 choses. À la fois pour tenir l'échelle, qu'on identifie les femmes à potentiel. Je vous rassure, s'il y a des hommes dans la salle, on identifie aussi les hommes à potentiel, mais on a un regard particulier sur les femmes. Et également, je vais donner
pour que les femmes osent, je vais donner spécifiquement des challenges à certaines femmes pour qu'elles s'observent réussir à travers ces challenges. Voilà, parce que le fait de réussir quelques petits challenges, eh bien, va leur permettre de prendre confiance et de, pourquoi pas, postuler à des postes à plus de responsabilités. La troisième chose sur laquelle je suis attentive dans l'entreprise, je l'appelle tolérance zéro sur le sexisme et sur le fait d'empêcher quelque part les femmes à avoir des postes à responsabilité. Alors j'ai une chance, c'est que dans l'entreprise, j'ai pas à utiliser beaucoup le bâton de tolérance zéro parce que dans l'entreprise Boiron, il y a cette habitude d'avoir des femmes à des postes à des responsabilités et donc voilà. Mais néanmoins, ça a pu m'arriver dans ces dernières années de rectifier certains propos, de rectifier certains recrutements pour permettre cet équilibre et cette mixité entre les hommes et les femmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous en tant que chef d'entreprise à l'intérieur de mon entreprise Boiron. Et également, je voulais, et c'est ce que Dominique souhaitait également, que je partage les points clés de mon parcours et comment moi j'ai fait pour arriver à ce poste. La première chose, vous dire que je ne m'en suis pas rendu compte, moi, de cette progression, parce que j'ai une démarche que je vous confie, qui est la démarche tête, cœur, corps. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir accédé à ce poste? Donc ça, c'est la tête. C'est quel sens je donne à ce que je fais dans mon quotidien. Ça, c'est ma première démarche. La deuxième, c'est le cœur. Et le cœur, c'est comment je fais les choses. Donc moi, dans ma carrière, j'ai toujours, et encore aujourd'hui, fait vraiment attention à comment je voulais faire les choses. Et moi, en ce qui me concerne, je veux le faire avec du positif, avec de la générosité, parce que je trouve qu'il y a trop dans le monde, bien sûr, mais aussi dans les entreprises, de négativisme, de verre à moitié vide, etc. Donc moi, je trouve qu'on fait réussir des hommes et des femmes, on fait réussir des entreprises quand on s'entend bien. Voilà. Et donc, il y a tout un process que j'ai mis en place dans l'entreprise, mais aussi à titre personnel, pour quand je vais me coucher le soir, me dire, bon, est-ce que tu as été bienveillante, assez bienveillante? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu aurais pu faire différemment? Et je trouve que on vit mieux sa carrière quand on fait les choses ainsi. Et le troisième élément, c'est le corps. Et donc, le conseil que je peux vous donner, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous pouvez faire des choses encore et vous devez même prendre des responsabilités. Et pour ça, il faut que vous ayez un corps en santé. Donc, c'est très important de vous occuper de vous. Alors, je vais vous poser une question. Chaque jour, pouvez-vous vous dire à vous combien de minutes, combien d'heures vous passez à vous occuper de vous, de vous-même. Parce que manager commence par soi. Vous ne pouvez pas aller manager les autres, aller dans votre entreprise, aller dans votre service, si vous-même, vous n'êtes pas bien ou si vous n'avez pas travaillé sur vous. Voilà, donc l'attention à vous, c'est pas de l'égoïsme. Pour moi, c'est vraiment c'est d'être bienveillant avec soi, gentle, comme diraient nos amis américains, et d'être doux avec soi, s'occuper de soi, s'occuper de son corps, pour pouvoir ensuite être disponible pour les autres. Voilà, donc ça, la démarche tête, cœur, corps, c'est vraiment quelque chose qui a conduit ma carrière et qui me conduit aujourd'hui, qui m'aide aujourd'hui, cet alignement pour pouvoir continuer à relever les challenges. Pour que vous puissiez prendre des postes à responsabilité ou que, si vous voulez aussi que des collaboratrices prennent des postes à responsabilité, il faut veiller à ce qu'elles soient bien organisées et bien entourées. Alors, je ne parle pas sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on est avec les RH ou entre directeurs, on peut s'organiser et collaborateurs, on s'organise, mais je pense à titre personnel. Nombreuses sont les femmes qui viennent me demander « mais comment tu as fait avec tes enfants, avec ton mari, etc., tes amis ?» Alors, moi, je dis que ma recette, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est de bien m'entourer aussi à titre personnel et de bien déléguer. Parce que
on ne peut pas tout faire. Les journées ne font 24 heures. On ne peut pas à la fois aller chez ses enfants à l'école, faire les courses, faire le ménage, gérer les vacances. Enfin bon, bref, la liste est très longue. Et en même temps, penser à comment faire pivoter une entreprise, comment développer un service, prendre un poste à responsabilité, etc. Franchement, même si j'ai appelé mon livre « Wonder Women, dites oui à vos pouvoirs », c'est bien pour dire qu'on n'est pas des Wonder Woman, comme le film, comme la série. On est des femmes merveilleuses, on est des Wonder au sens littéral américain du terme. Mais on ne peut pas lire, comme fait Wonder Woman, en 10 minutes tout un dossier, en même temps avoir des tas d'idées et toutes les réaliser. Non, c'est pas possible. On doit pouvoir choisir nos activités. Qu'est-ce qu'on veut garder à titre personnel? Par exemple, le vendredi, je vais aller chercher mes enfants à l'école, mais les autres jours de la semaine, je vais déléguer. Faire des courses peut-être que sur le marché le samedi matin, mais pas pousser le caddie tous les jours. Voilà, je pense que ça va vous parler ce que je vous dis là, enfin en tout cas je l'espère. Et mon idée derrière tout ça, c'est vous dire que voilà, il faut pas porter de jugement sur comment on va s'organiser. Il faut avoir une organisation qui va être adaptée à qui vous êtes et adaptée à ce que vous avez envie de faire. Voilà, dernier point que je voulais partager avec vous, c'est un slogan qui m'anime chaque jour parce que moi je suis une femme plutôt hyperactive et impatiente et donc forcément quand on veut progresser, il faut avoir des bonnes idées, il faut trouver les bons contacts, avoir les bonnes relations, etc. Et toujours je me dis ne pas aller trop vite. Et souvent les femmes comme vous dans la salle qui allez avoir envie de progresser, vous allez sans doute être un petit peu comme ça. Et donc, ce que j'ai mis en place dans l'entreprise et ce que je fais tous les jours, c'est de dire, avant de faire quelque chose, j'ai le slogan souvent qui s'affiche, respirer, réfléchir, réagir, uniquement dans cet ordre. Respirer, pourquoi? Parce que quand vous prenez ce temps de respiration, par exemple 5 grandes respirations, eh bien vous avez votre cerveau intelligent qui va se mettre en route. Pas votre cerveau limbique qui va vous dire tout de suite du tac au tac ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est important. Ensuite, vous allez prendre le temps de réfléchir et ensuite, vous allez agir dans cet ordre. Et vous allez voir, expérimenter, vous allez voir que du coup, vos décisions vont être plus ciselées, vont être plus intelligentes, et donc vont être plus efficaces. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, merci Dominique. Prenez un bon moment toutes ensemble, c'est important, tout ce que vous allez faire. Et je suis de tout cœur avec vous. Eh bien, merci 1000 fois d'organiser ce moment qui est d'ores et déjà extrêmement inspirant. On va tenter de continuer dans cette lancée pour favoriser le changement auquel nous aspirons, toutes et tous que nous présents aujourd'hui. Pour donc atteindre l'objectif de 40% de femmes au plus haut poste en 2030, ce qui est effectivement l'objectif de la loi X1. Pour en parler, je suis ravie de pouvoir être accompagnée de plusieurs profils extraordinaires. Corinne Hardy, ici présente, présidente de l'AM, Alliance pour la mixité dans les entreprises. Également Julia Milner, professeure de leadership et de management, rédactrice à la Harvard Business Review, youtubeuse, bref, consultante, enfin 1000 casquettes, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Sandrine Martin, DGA du groupe Osmaya, DG de Botanica et administratrice dans diverses entreprises. Pierre Demour, DGA et CEO chez Vusion Group, et enfin Leslie Huard, Service Partner Manager chez Vusion Group, qui donc a été sélectionnée et a suivi un programme talent et donc dont on sera ravi de pouvoir entendre parler plus en détail. Donc pour enchaîner sur tous les constats qui ont été faits pendant l'enquête menée par
le groupe de l'EDEC, c'est comme ça qu'on vous appellera désormais. Corinne Hardy, les trois grands piliers identifiés au sein du guide sont le mentorat, le networking et la prise en compte de la parentalité. J'aurais aimé avoir votre réaction pour commencer. Est-ce que tout ça est réaliste? Est-ce que tout ça est complet? Dans quelle mesure est-ce que ça vous semble déjà être un éclairage, une lumière au bout d'un tunnel dont on espère qu'il ne sera pas trop long? Merci beaucoup. Je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Donc peut-être un petit mot d'introduction sur ce qu'est l'AM, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc l'AM, c'est l'Alliance pour la mixité en entreprise, dont j'ai la grande joie et l'honneur d'être la présidente fondatrice depuis 13 ans. C'est un réseau qui regroupe les réseaux en faveur de l'égalité professionnelle de 20 entreprises. Donc, nous avons à la fois des poids lourds du CAC 40, Total, Sanofi, nous avons des grandes sociétés publiques, EDF, SNCF, nous avons des plus petites entreprises, SEB, Groupama, etc. L'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques entre entreprises. Donc, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous cet effort collectif qu'il y a de la part de ces 20 entreprises qui partagent, j'allais dire, tout au long de l'année leurs bonnes pratiques. Donc, c'est issu de ce partage d'expérience. Alors, pour revenir à votre question, oui, bien évidemment, ces trois leviers qui sont essentiels. Le mentoring, je dois vous avouer que je n'étais pas une fan du mentoring jusqu'à récemment, parce que je trouvais que le mentoring était souvent du mentoring qui était très top-down, comment il faut faire pour répliquer les codes de l'entreprise, être un bon petit soldat, se couler dans le moule et du coup saisir les codes existants. Et ce qui fait très plaisir, et on a pu le voir dans les propos qu'il y avait là, c'est qu'on voit que le mentoring évolue très rapidement vers quelque chose qui est beaucoup plus inclusif, qui englobe également du reverse mentoring. Et du coup, je trouve que c'est un levier formidable. Alors, le deuxième facteur qui était le networking, oui, et quand on voit une personne comme mon amie Valérie qui décrit en fait la bienveillance, comment le mentoring aide à vraiment inclure les personnes, on ne peut que applaudir en fait sur le fait que ce soit sélectionné dans ce livre comme étant un des piliers, parce que oui, le bien mentoring, c'est de la sororité, c'est de la fraternité, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut collectivement s'entraider pour y arriver. Et puis alors le troisième, la parentalité, je suis ravie qu'on arrête un peu de parler que de maternité et qu'on entende de plus en plus ce mot qui est la parentalité. Je pense que c'est en rééquilibrant également la charge, entre guillemets, que l'on fait porter depuis des années sur les femmes comme étant des personnes à risque pour l'entreprise puisqu'elles allaient s'absenter. Le fait de mieux rééquilibrer me semble un levier fondamental pour qu'on puisse réellement faire la place à tous les talents. Et très rapidement, juste pour dire est-ce complet, je pense que tout ça, ça doit s'inscrire dans les trois principaux leviers qui permettent de faire progresser l'égalité en entreprise, qui sont le législatif. On a beaucoup parlé de la loi Rixain. On est à 23% de femmes dans les COMEX. On doit être à 30% en 2026. Il y a encore des efforts à faire. Le législatif est là pour aider. Le deuxième levier auquel je crois profondément, c'est la gouvernance. C'est vraiment décortiquer le process de prise de décision de l'entreprise dans tout niveau, pas seulement la gouvernance RH. Et le troisième, c'est la déconstruction des stéréotypes. Et ces trois leviers en font partie. J'espère que j'ai pas été trop longue. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la gouvernance. Vous parliez, Dominique, du S de l'ESG qui était le seul projet, mais il y a aussi le G dans tout ce travail et effectivement c'est fondamental. Merci de le rappeler. Sandrine Martin, vous êtes donc dirigeante sur diverses échelles. Vous travaillez justement sur ces questions de gouvernance, mais vous travaillez aussi à toute la culture de l'entreprise que vous dirigez. Si on reste toujours sur ces trois piliers, pour pouvoir participer à des programmes de mentorat, pour pouvoir participer à des moments de networking, il faut du temps. Quelle est donc la responsabilité de l'entreprise dans l'allocation de ce temps pour les femmes ?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Encore bravo à l'équipe pour ce magnifique guide. Moi, je vais vous répondre tout au long de ces témoignages avec mon prisme qui est un prisme de dirigeante de PME ETI, alors grosse PME ou petite ETI. Mais c'est une structuration un peu différente des grands groupes, puisque dans les ETI, le service RH est souvent sous-staffé. Donc, il y a une grande responsabilité aussi à prendre des encadrants, des dirigeants et des cadres supérieurs. Le mentorat, il existe un certain nombre aujourd'hui d'outils qui peut accompagner les salariés pour aller vers du mentorat. Mais la plupart du temps, en tout cas dans les ETI, c'est pas forcément proposé au sein de l'entreprise. Donc le mentorat, tout comme le networking, se fait également en dehors de l'entreprise. Et il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps généralement sur son temps personnel et sur son temps familial aussi. Donc tout à l'heure, on entendait cette dirigeante d'un grand laboratoire indiquer qu'il fallait être bien organisé, bien entouré. Évidemment, c'est aussi une des clés du succès de l'évolution de carrière des femmes. Ça, c'est très important. Ensuite, dans une PME ou dans une ETI, le rôle de l'entreprise, en tout cas, c'est comme ça que je le mène, c'est que les hommes soient aussi porteurs de ces sujets et qui soient pas seulement, enfin, qui permettent d'entraîner en fait la promotion et l'égalité. En abordant des sujets qui sont plus mixtes et de pouvoir vraiment intégrer des problématiques très simples, hein, comme l'heure de la réunion du soir, comme la pause déjeuner ou comme du télétravail un peu abordé. Voilà, c'est des petites clés, mais l'entreprise, elle est là aussi pour réguler ce genre de détails qui vont faire en sorte que les femmes puissent grandir et faire évoluer leur carrière. Si on reste sur cette question du temps, qui est tout de même une clé et qui effectivement fait que la boucle revient toujours sur les questions familiales et les obligations parentales, pour parvenir à networker, il y a plusieurs choses. Il faut effectivement du temps. Donc s'autoriser à prendre ses temps, ce qui effectivement a été évoqué très largement, s'autoriser à prendre ses temps et donc à peut-être manger sur des temps familiaux, s'autoriser aussi à prendre des temps peut-être sur les temps professionnels en core work. Il faut aussi connaître certains codes pour pouvoir naviguer à l'intérieur du réseau. Julia Milner, en tant que professeure de leadership et de management, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'empowerment des femmes qui est nécessaire pour pouvoir entrer pleinement dans ces networking et ces temps-là? Merci. Premièrement, je suis ravie d'être avec vous et c'était magnifique de travailler avec l'équipe et Dominique pour cette guide. Et je vais faire un mélange entre français et l'anglais, si ça marche pour vous. Empowerment is absolutely the word. Originally, I'm from Germany, and in Germany we have an expression. It's called Rabenmutter. It's you can't even translate it, but it's a woman who is not very well looking after their children because you're dedicating maybe time to your career, and I think we are a product of our environment. So when I have two children, they were both born in Germany, but I was already working in France. And when I said that I would take a break of 4 months and then restart the job, in Germany, everybody was looking at me very astonished. You have a minimum 12 months parental leave, very well paid. And when I started in France and I went and I had lunch with a colleague and I said, well, now I'm working after 4 months. She looked at me and said, oh,
why did you wait so long? So I think, again, we are a product of our environment. And I think this is why it's so important to have empowering role models and to keep that in mind. I think also that we have 3 pillars. The first one is self-awareness. So having awareness that networking is important and that you have to dedicate, for example, time for it. The second one is those skills. So both mentoring and networking require skills. So I work with organizations to actually teach those skills. And I think we should not underestimate that, both for the mentor as well as for the mentee. Yeah, so it goes both ways. And as Stephanie was already highlighting, I think mentoring is more than just sharing one's expertise. It is actually about championing. So you have to champion somebody to really lift them up. And I think that's very important to also teach as a skill set. And the last one is what I say, beliefs. So if I believe that I don't have the time for networking, if I believe I have to get all the tasks done, the busy tasks that often women take on, then I don't make the time to network as well and to mentor. So I think it creates those self-awareness skills and beliefs that we have to work on and change. Leslie, vous avez participé à donc un programme. Quelles sont les réactions que vous avez par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il vous semble que par rapport justement à ces questions de temps, au temps de l'entreprise, au temps alloué par l'entreprise, au temps organisé aussi par l'entreprise, il y a de plus en plus d'entreprises qui organisent les moments informels, dont on sait que c'est ceux au sein desquels le networking a lieu pour monter dans les grades et qui organisent ces temps sur le temps de travail et non pas en dehors au moment où il est tard et où donc c'est la famille. Voilà, quels sont les insights que vous pouvez nous partager? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de participer à cet incroyable événement. Donc effectivement, j'ai participé à 2 programmes il y a 3 ans maintenant. J'ai participé au programme WIF, donc sur le leadership. J'ai pris du temps personnel pour m'investir. Ça a duré presque 1 an. Et donc, ça a nécessité une organisation familiale militaire, puisque je suis maman d'un enfant, mais aussi de l'investissement de mon conjoint, qui a joué le jeu. Donc ça, c'est aussi important que nos conjoints participent aussi à l'évolution de nos carrières, qui prennent conscience que, oui, on est des mamans, mais on a aussi une envie d'avoir une carrière. Et ça a été très important pour moi. Et le programme WIF m'a surtout permis aussi, c'est de prendre du recul et de dire qu'il fallait oser, chose que je ne faisais pas précédemment. Je n'osais pas aller au-delà de mes limites. Donc ça a été très important. Et il y a eu un second temps, et ça c'est un témoignage qui est très important pour moi, c'est mon mentoring. Parce qu'on soulève beaucoup de raisons de ne pas y aller. Moi, il y a les listes des compétences, on se dit « Ah non, mais celle-là, je ne l'ai pas. Oh, non, je vais pas postuler. » Et je tiens à remercier mon mentor qui, elle, m'a toujours poussée à ne pas regarder les cases qui n'étaient pas cochées, mais à regarder toutes mes compétences qui me permettaient d'obtenir mes évolutions. Voilà. Donc là, c'est un témoignage très personnel, avec beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que ces 2 étapes m'ont permis d'évoluer et très rapidement ces dernières années au sein du groupe. Concernant le networking, je ne prends pas encore assez le temps, je dois le reconnaître. Donc c'est un axe d'amélioration, comme peut-être beaucoup d'entre nous encore. Mais c'est un axe d'amélioration qu'il faut que nous nous obligions aussi à faire. Prendre du temps par rapport à nos activités quotidiennes, à notre production, pour effectivement networker. On m'entend, c'est bon. Pour monter en grade, il faut déjà connaître les grades, il faut connaître les trajectoires professionnelles pour y accéder, et il s'agit, une fois de plus, de manipuler les bons codes pour être identifié.
concrètement, quel est le rôle des DRH et plus globalement de l'entreprise pour rendre tout ça plus accessible et plus transparent? Pierre Demour, vous êtes CEO chez Vision Group. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question-là? Très bien. Bonjour à tous. Déjà, je suis content d'être le seul homme de la table ronde, ce qui est la représentation inverse de la réalité de l'entreprise. Donc, pour une fois, c'est très bien. Alors, en fait, bien sûr, le rôle des RH est absolument fondamental. Le problème auquel nous, on est confrontés chez Vision Group vis-à-vis des femmes, c'est celui que décrivait Marianne tout à l'heure. On est tout à la fois à travers notre secteur d'activité, notre spécialité qui est la technologie, et à travers le secteur d'activité au sens des clients, c'est-à-dire la grande distribution, le retail. On est deux fois pénalisé par l'accès des jobs aux femmes, tout simplement parce qu'on a du mal même à trouver des femmes qui acceptent de travailler dans notre environnement. Donc le problème commence par celui-là. On sent que déjà en amont, et bien avant même notre propre responsabilité, il y a des interdits, des espèces de plafonds de verre, des biais qui existent chez les femmes et qui rendent, je dirais, l'accès aux missions chez nous manifestement plus compliqué, plus difficile pour les femmes. Alors on se soigne et les RH ont un rôle effectivement très important dans le domaine du recrutement. On met vraiment un focus très important pour favoriser et privilégier l'embauche des femmes, mais aussi dans l'évolution professionnelle effectivement des femmes qui sont chez nous. Et il y a un processus chez nous qui est très important, qui sont les HR reviews, au cours desquels en fait tous les managers sont amenés à passer en revue avec les RH les potentialités de nos collaborateurs. Et on met un focus évidemment particulièrement important sur les femmes pour identifier les hauts potentiels et les personnes clés, pour s'assurer qu'effectivement elles vont avoir un programme d'évolution dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est le programme de mentorat. Donc, effectivement, une fois qu'on a identifié ces personnes clés, eh bien, elles bénéficient chez nous effectivement d'un programme de mentorat, un programme d'accélération professionnelle, comme Leslie en est un très bon témoignage, pour les aider, ces femmes-là, effectivement, à se frayer leur chemin, à oser prétendre aux évolutions, à visualiser les postes que peut-être elles n'auraient pas visualisés. Donc, c'est un travail qui est long. Chez nous, il va être d'autant plus long qu'effectivement, on a une base de femmes qui est sous-représentée, et donc ça va nous demander beaucoup d'efforts. Et donc, pour reprendre l'image de la montagne de verre qui était prise tout à l'heure, comment connaître le sommet de la montagne? C'est-à-dire, toujours cette question des trajectoires. Pour savoir qu'il y a des choses au-dessus, il faut savoir de quoi elles sont faites. Et donc, quelle est la communication en fait autour de ces organisations? La communication est très transparente, mais on est une entreprise qui est entre guillemets assez agile. Il n'y a pas à proprement parler de postes à pourvoir qui sont connus à l'avance, avec un patron qui va bientôt partir à la retraite, il va falloir trouver un remplaçant. On n'est pas ce profil d'entreprise, on est une entreprise qui est en très très forte croissance, qui est assez jeune, assez dynamique. Les postes qui sont créés sont souvent des nouveaux postes, sont souvent des nouvelles opportunités. Donc la question que vous posez, c'est la question effectivement de les femmes participent-elles à l'innovation? Les femmes participent-elles à la création et vraiment à la trajectoire de l'entreprise? C'est ce qu'on s'efforce de faire. Et donc ça revient à la question de les femmes hostels. Hostels amener leurs idées, hostels se mettre sur le devant de la scène pour participer à cette évolution de l'entreprise. Plutôt que on connaît les codes, on connaît l'organisation, on sait qu'il va y avoir un poste qui va se libérer ici ou là. On n'est pas ce profil d'entreprise. Corinne Hardy, quelle est votre réaction justement par rapport à ce qu'on vient de se dire sur la question du temps, la question de la transparence, vous qui présidez une association qui vise cela? Alors oui, il y a la question du temps, il y a la question de la transparence. Je crois aussi qu'il faut pas négliger, il faut être humble par rapport à cette question. C'est-à-dire que l'égalité professionnelle homme-femme, ça semble simple. On se dit, bah oui, on ne peut pas être contre, on veut faire progresser les femmes dans l'entreprise. Et je pense que beaucoup d'entreprises encore sous-estiment la complexité de ce domaine et sous-estiment le besoin, comme on le disait, d'avoir des outils.
mais des outils précis. Et là, il y a un vrai rôle du tandem RH et manager. Le RH, pour aller se renseigner, il faut beaucoup lire sur cette question-là. Il y a des études, par exemple, qui mesurent combien de fois les hommes et les femmes sont coupés en réunion dans les entreprises. Un RH, si je puis être un peu provocatrice, devrait lire ce type d'études pour factualiser les éléments et du coup développer un certain nombre d'outils. Il y a des outils qui sont des mesures internes, il y a des outils également sur, par exemple, comment est-ce qu'on rédige une offre d'emploi pour qu'elle soit inclusive, pour arrêter un petit peu de tout focaliser sur l'expérience et beaucoup plus parler de compétences, par exemple. Ça peut être une piste pour aller chercher des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Donc oui, je dirais qu'il y a... voilà, j'ai envie de réagir par rapport à ça. C'est un domaine complexe, c'est un domaine pour lequel il faut réellement avoir une vraie démarche comme un projet stratégique d'entreprise, avec des moyens, avec des compétences, avec des expertises. Et les RH doivent faire le premier pas, j'allais dire, en déjà développant eux-mêmes cette expertise et cette connaissance pour s'en faire ensuite les ambassadeurs au sein de l'entreprise. Et ensuite, on parlait de mentoring, mais mentorer aussi les managers un petit peu sur comment intégrer tout ça dans leur démarche. J'aimerais bien qu'on parle de rôle modèle maintenant, puisque c'est un point qui est évidemment très important. On est passé d'une génération, en gros, de femmes fortes, mais qui empruntaient énormément au code finalement masculin, à une nouvelle génération. Enfin, quel est le type de rôle modèle dont ont besoin les femmes aujourd'hui et comment est-ce que ça pourrait se manifester? Sandrine Martin, vous qui êtes CEO, enfin qui êtes un rôle modèle. En tout cas, c'est flatteur. En tout cas, c'est flatteur. J'espère que je le suis pour mes collaboratrices. En tout cas, moi, je crois pas vraiment au rôle modèle en fait, parce qu'on évolue vite. Le monde évolue également et on a aussi besoin avant tout de personnes inspirantes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et ce qui est important, c'est l'inspiration que ça nous donne, ce qui pourrait nous donner des ailes et aller encore plus haut. Donc, on peut avoir plein de rôles modèles, mais on peut aussi avoir plein d'images inspirantes qui nous donnent justement ce pouvoir d'aller plus haut et d'aller plus loin. Il y a une chose auquel je crois profondément, et c'est ce qui m'a fait moi grandir, ce sont nos valeurs. Et de pouvoir matérialiser nos valeurs, ça demeure l'unique boussole. Et la fidélité que l'on peut avoir en ses propres engagements va nous permettre de rencontrer des gens avec qui on va pouvoir partager ces mêmes croyances. Et donc, ça va avoir un effet entraînant qui va permettre encore une propulsion, quoi. Donc, je crois à la fois aux guides, aux personnalités inspirantes, et je crois aussi aux brèves citations qu'on peut croiser. Tout à l'heure, on parlait tête, cœur, corps. On peut aussi avoir un acronyme qui est PIN, comme code PIN, qui dit performance, image, network. C'est-à-dire, OK, je suis compétente. OK, je fais attention à mon image parce que c'est important de donner confiance. Et puis, je fais savoir aussi que je suis douée dans ce que je fais. Donc, c'est à mon sens assez important, au-delà d'un rôle modèle, d'avoir vraiment, de prendre le temps, en tout cas, de réfléchir sur soi, ce que l'on souhaite comme carrière et ce que l'on souhaite comme vie de façon beaucoup plus globale. Et ce qui est important aussi, on parle de mentorat, on parle de rôle modèle, on parle de coaching, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir aussi ancrer en chacun de nous de la confiance et de l'estime de soi avant tout. Parce qu'on peut parler de plafond de verre, mais une fois qu'on l'a brisé, ce plafond de verre, on va en rencontrer d'autres, des collaborateurs, hommes ou femmes, qui vont être encore plus terribles que ceux que l'on a rencontrés ces 10 dernières années. Et puis, on va plus avoir le plafond de verre, on va avoir ce qui s'appelle la falaise de verre. C'est-à-dire qu'on va vous offrir le poste qui fait briller, mais sur lequel, si vous vous plantez, vous serez l'unique responsable. Et si vous réussissez, vous allez partager le succès. Donc, l'important, c'est d'être hyper ancré pour justement aller au-delà, avoir une certaine
une forte confiance en soi, une bonne estime de soi, et d'aller pouvoir passer toutes ces autres étapes au-delà du plafond de verre. Voilà, donc ça c'est ce que je peux partager avec vous. C'est ce que je partage dans mon entreprise et c'est ce que je partage aussi au sein des réseaux dans lesquels je suis membre, qui sont des réseaux principalement féminins. Encore une fois, parce que dans des plus petites entreprises, on n'a pas la chance d'avoir toute cette organisation RH. On a des gestionnaires de paye, des gens qui s'occupent des contrats de travail, mais pas de gens qui réfléchissent à la carrière globale des collaboratrices. Donc c'est important de se faire soi-même son propre parcours et d'y réfléchir. Alors, je suis évidemment d'accord là-dessus. Pour autant, il y a des personnes extrêmement talentueuses qui manquent encore du brin de confiance en elles pour pouvoir éclore. Et c'est là que les rôles modèles peuvent intervenir. C'est là que le leadership aussi peut intervenir. Toute l'importance du management et d'un management qui fasse les choses intelligemment pour hisser les talons. Julia, est-ce que vous pouvez justement parler de ce leadership au féminin qui, enfin en tout cas pour le féminin, qui peut justement être à même de hisser des talents féminins et d'atteindre plus rapidement ces objectifs de la loi X1? Luckily, leadership is. Oh, I think it works. It works. Yeah. Leadership is changing. So we've been stuck for a long time in a very traditional leadership style, but we see a move towards empowerment, which I think is fantastic. However, leaders are still struggling to put it in practice. So we would all agree that an empowering leadership style, inclusion, diversity is great, but how to actually live it on a day-to-day basis as a leader is still tricky. So again, I think here we need to push in. And I've been involved in a 6-year-long study on how our leaders learn these empowering leadership styles. And what we found is that empathy is the basis for everything. So those leaders who are really good at starting with empathy are much more likely to be able to put all the other skills in place. And I think, though, that's also where it gets tricky, because if I talk to managers who I train about this, if I talk to the MBA students about this, I sometimes get the answer, but Julia, if I show empathy, I'm going to be weak. I'm going to be seen as weak. And I can't have this as a leader. I need to be strong. I need to be, you know. And I think this is where we have to start fitting in, because leaders can be both. They can be strong and empathetic. And I think that's very important to make that shift as well, and to have these discussions, because leadership comes in so many different colors. And that's wonderful. And I think to your point, Sandrine, it's about confidence. And I think, yes, role models are great, but I think it's even more important to instill the confidence that you can create your own pathway, and you have to, because there's not going to be this exact role model that fits in. And I think we have to support more with what happens if things are not going perfectly well, or if people are saying, oh, this is not how we do it. And I always remember when I started my career, I always was in between academia and industry. And people always told me, Julia, you got to choose either this or that. And it was really hard to continue and to say, no, okay, well, I'm going to try something different. And it worked out in the end. But you have to also know what to do if people are criticizing you and are not agreeing with you, and how to go on with that. And I think we need to put much more effort into this. Thank you. Leslie, en matière de leadership, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a justement permis d'entrer dans cette forme d'empowerment? Qu'est-ce qui vous a propulsé à un moment? Quelles ont été les manières, les méthodes managériales qui, à un moment, vous ont aidé, ou à plusieurs moments d'ailleurs? Que ce soit par des femmes ou par des hommes, je pense que l'exemplarité est... Oui, alors le leadership,
Bon, alors moi que je pratique, j'ai des équipes très masculines et peu féminines déjà. Donc, mais ça a toujours été un leadership effectivement bienveillant, dans l'empathie. Je suis très à l'écoute de mes équipes, tout comme on a été très à l'écoute aussi à mon égard quand les moments étaient nécessaires. Tout en respectant aussi mes valeurs, c'est-à-dire que je n'allais pas faire du leadership très masculin parce que j'avais des équipes que masculines. Non, je suis une femme, donc effectivement, je reste une femme. Et c'est cette bienveillance et donner du sens à ces équipes aussi. Ça a été excessivement important pour moi d'expliquer là où on devait aller ensemble, aussi bien hommes que femmes dans nos équipes. J'ai des équipes de techniciens, j'ai des équipes d'administratifs. Donc c'était de trouver du lien entre eux pour aller là où il fallait que nous allions pour réussir notre mission. Merci. Pierre Demour, vous êtes un homme. Je confirme. Je confirme. Pointing out the obvious. Quel jour... C'est grave. Non, c'est pas du tout. Quel rôle jouent les hommes sur ce point précis déjà dans le fait de peut-être lâcher la bride dans la cooptation entre mâles, qui est quelque chose qui existe et tout à fait naturel en réalité. C'est des biais de proximité qui sont compréhensibles, mais à un moment dont il faut pouvoir se détacher. C'est tout l'enjeu de la diversité et de l'inclusion. Quel rôle aussi jouent les hommes en tant que personnes exemplaires? On parlait tout à l'heure de la parentalité, du fait que les conjoints doivent être solidaires de leurs conjointes. Les enfants se font à deux, avec une participation active des hommes aussi. Voilà. Est-ce que tout ça passe par un changement culturel? Je serais curieuse d'avoir votre... Alors, vous parlez aussi à un père, et il se trouve que je suis le père de 3 filles, donc de 3 jeunes femmes maintenant. Donc, et d'ailleurs, j'ose dire que mes filles m'éduquent. Elles sont de grandes ados et voilà, c'est intéressant de se laisser un peu changer le regard des hommes sur la société, sur le rôle des femmes, sur les biais qu'on a, et on pense ne pas en avoir, mais en fait on en a tous. Et voilà, c'est intéressant. Ça, c'était mon petit témoignage personnel. Maintenant, pour ce qui est des petits arrangements entre hommes, de la cooptation, etc., bien sûr, ça existe. Je pense que ça existe en particulier dans les grandes entreprises. On est une entreprise qui est d'une taille où de toute façon tout est totalement transparent. Donc j'ai envie de dire, la notion de petits arrangements ou de cooptation ou de préférence, etc., de protection entre mâles, pour reprendre vos termes, ça n'existe pas vraiment chez nous. On est encore une fois une entreprise en forte croissance. Nous, on est tout le temps et en permanence en recherche des meilleurs talents. Et on a absolument besoin et envie qu'il y ait plus de femmes et plus de talents femmes qui montent les échelons. Et pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, on n'est pas complètement au rendez-vous, mais on veut vraiment que ça change. En tout cas, moi j'ai la conviction que la féminisation du management, le fait d'être beaucoup plus à équité dans les processus de décision, dans les processus de création, c'est hyper bénéfique pour l'entreprise. J'ai la conviction, et je sais que Thierry Gadou, notre PDG, Marianne, notre DRH, partagent ce point de vue, que les entreprises où il y a plus de mixité sont des entreprises plus performantes et aussi plus innovantes. Et je pense aussi des entreprises dans lesquelles il fait meilleur vivre, parce qu'il y a plus de cette double de cette double sensibilité. Les hommes et les femmes sont pas les mêmes, et c'est pour ça que dans une réunion, s'il y a autant d'hommes que de femmes, je pense que la réunion se passe mieux. Elle est aussi plus créative. Donc je crois que nous, en tout cas, on a la conviction que c'est là qu'on doit aller. On partage de manière extrêmement fréquente tous les mois, notre PDG s'exprime devant l'ensemble des employés et reporte les progrès qu'on fait sur le sujet de l'inclusion, sur le sujet de l'accès des femmes aux postes à responsabilité, sur les sujets de INPS, donc la satisfaction des employés, etc., de manière complètement transparente. Et donc le message passe régulièrement sur l'importance pour l'entreprise
de se féminiser et de permettre l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Donc, je pense que les hommes l'entendent bien, savent que ça doit être fait, et voilà, ça va. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais ça va bouger. Merci. On arrive à la fin. J'aimerais voir un peu quels sont les trous dans la raquette par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Corinne, Sandrine, selon vous, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Quelle serait votre baguette magique à vous pour accélérer la cadence? Qu'est-ce qui reste à faire? Il reste tant à faire. Le chiffre, c'est quand même 20. On parle donc de féminisation des COMEX CODIR. Le chiffre à l'heure actuelle, c'est 23%. En 2026, il faut être à 30%. Il y a qu'un tiers des sociétés qui sont à 30% actuellement. Il y a 4 sociétés du CAC 40 qui en sont encore à 0. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est pour les chiffres. Deuxième chose, pour répondre à votre question, il n'y a pas que les chiffres, mais je vais, pour l'illustrer, je vais vous redonner d'autres chiffres, excusez-moi. On dit qu'il y a 23%. Simplement, il y a une étude passionnante qui est parue, qui a analysé en fait comment s'était fait la progression de 50% des sociétés qui maintenant atteignent 30%, et comment on est passé en un an de 19,5 à 23%. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est qu'en fait, le nombre d'hommes dans les COMEX alors je parle du CAC 40, hein, donc c'est un échantillon réduit. Le nombre d'hommes dans les COMEX n'a pas bougé d'un iota. Donc on avait 411 hommes en un an, le nombre est atteint 412. Par contre, on avait 102 femmes et maintenant on en a 129. Et je trouve ça assez interpellant, c'est-à-dire que on a juste rajouté des chaises autour de la table, on n'a pas changé les chaises, et probablement que ces 20 femmes qui ont été additionnées l'ont été sur des postes où il n'y a pas de gestion PNL, probablement uniquement sur des fonctions support. Et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est OK, les chiffres c'est bien, mais est-ce qu'on rajoute des chaises ou est-ce qu'on rajoute des strapontins? Ça, je trouve que c'est une grande question à se poser sur cette féminisation des COMEX. Et puis, pour le deuxième élément que je voulais apporter, c'est qu'est-ce qui reste à faire? C'est énormément. Alors, au sein de l'âme, on a essayé de synthétiser tout ça. On a identifié 10 facteurs clés de succès. Je ne vais pas tous les passer, mais pour moi, les 3 plus importants, c'est l'engagement des dirigeants. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui partage en réunion mensuelle tous les mois où sont les progrès, ça engage toute l'entreprise. Si la direction ne met pas l'accent dessus, comment voulez-vous qu'après les managers et les RH se sentent investis et prennent ce chemin-là? Deuxième facteur que je mettrais en évidence, c'est vraiment de le traiter comme un projet sérieux, un vrai projet d'entreprise, donc comme un projet stratégique. Ça me semble vraiment fondamental. Voilà. Et puis, rien ne se fait forcément sans un travail en profondeur sur les stéréotypes. Et je pense que les 3, pour reboucler la boucle sur l'introduction, je pense que les 3 leviers qui ont été identifiés ce soir sont d'excellents moyens de briser ces stéréotypes. Sandrine? Alors, que reste-t-il à faire? Ce qui est sûr, c'est que, et heureusement d'ailleurs la législation va nous aider là-dessus, c'est que demain la performance de l'entreprise, elle est aussi extra-financière. Et dans l'extra-financier, il y a du social, il y a de l'environnement, il y a de la gouvernance. La super performance des entreprises, à mon sens, demain, elle sera avant tout humaine. Parce que même s'il y a tous les moyens technologiques et l'IA qui fait son chemin, il faudra quand même des hommes et des femmes pour mener ces entreprises, pour les manager et pour les guider. Donc ça, j'y crois assez fort, c'est-à-dire que l'avenir sera humain. Ensuite, effectivement, pour parler au plus haut de l'échelle, la gouvernance des entreprises, c'est essentiel. Il faut qu'effectivement, elles deviennent plus modernes. On peut rajouter des chaises autour de la table, si c'est une façon de faire pour obéir au quota. Mais il faut aussi que les femmes, elles puissent prendre la parole, puisque finalement, le quota, c'est une excuse. Tant mieux, on utilise cet outil, on arrive à la table, eh bien, on dit quelque chose et on reste pas timide. La gouvernance, elle doit évoluer, elle doit devenir
plus moderne aussi avec les enjeux de demain. Les enjeux de demain, c'est la seniorité, avec cet allongement de la vie au travail, et puis l'intergénérationnalité pour pouvoir avoir des équipes mixtes par le genre, mais mixtes aussi par les idées et par la diversité des provenances sociales. Donc la gouvernance, c'est important, la gouvernance en haut de l'échelle, et puis ensuite, elle va forcément, normalement, se dupliquer sur les COMEX, sur les CODIR, sur les COMOP aussi, parce qu'on peut aussi créer plus bas dans l'échelle des comités opérationnels, des comités égalité et performance, etc., etc. Il faut pas être avare de ce genre de comités ad hoc qui vont avoir aussi de l'écho dans les plus hautes strates de l'organisation de l'entreprise. Ensuite, il faut continuer d'agir sur les hommes qui sont les plus convaincus. Alors, merci Pierre d'être là. Apparemment, visiblement, en tout cas, Vujen, c'était un excellent exemple. Il faut que les hommes qui sont convaincus et qui sont sensibles à ces questions soient des rôles modèles et qui puissent entraîner et rallier aussi leurs pairs et leurs homologues, parce que ça sera aussi une bonne voie de conviction et d'entraînement. Et puis le dernier point, à mon sens, dont les chiffres sont pas très rassurants non plus, qui régressent même depuis la Covid, c'est l'ambition des femmes qui semble un peu ralentir. Donc faut aussi persévérer, remettre la carrière professionnelle comme un enjeu aussi, puisqu'il va y avoir ensuite tous les sujets d'autonomie financière, etc. Donc les femmes doivent aussi reprendre un peu en main leur carrière, continuer d'avoir de l'ambition, continuer de vouloir progresser, entraîner avec elles leurs filles et toute leur famille, parce que c'est aussi essentiel dans un ménage. Si la femme, elle est convaincue, alors tout le monde va s'organiser autour pour la laisser faire. Voilà. En tout cas, l'avenir est avant tout humain et mixte. Merci mille fois. Je pense qu'on peut vous applaudir tous et toutes. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais tout de même donner un instant la parole à Dominique Podesta pour que vous nous disiez un petit peu, en tant qu'instigatrice de ce guide, ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit. Voilà, quel lien vous faites entre tout ça? Alors, en fait, je voudrais m'adresser aux femmes et je voudrais m'adresser aux dirigeants qui sont des femmes et des hommes. J'ai passé 30 ans à être DRH et en fait, dans les revues de performance, on fait les évaluations sur les collaborateurs. J'ai passé ma vie à dire aux managers, qui sont souvent des hommes, à quel âge, souvenez-vous, vous avez eu votre premier poste et votre dirigeant vous a fait confiance? Parce qu'on entend souvent cette phrase, il est trop jeune, tu comprends, il est pas prêt, elle est pas prête, elle a pas fait. À quel âge, souvenez-vous, on vous a donné les rênes de quelque chose? Je suis toujours très épatée de voir dans les groupes familiaux que je connais bien, comment les nouvelles générations, notamment quand ce sont des femmes dirigeantes à 33 ans, on leur donne les rênes du paquebot. Pourquoi? En quoi c'est différent? Elles ont certainement des parcours incroyables. Moi, ce que je vois comme grande différence, c'est deux choses. Un, le dirigeant qui n'a pas peur. Et là, je m'adresse aux dirigeants qui sont aussi les femmes. Qui prend un risque quand il prend un poste? Celui qui prend le poste. C'est la femme qui prend le poste qui prend le risque. Jamais l'entreprise ne prend un risque. Elle ne risque pas d'avoir un cours de bourse qui se casse la figure parce qu'elle a mis une femme jeune dans un job. Ne sous-estimons pas les ambitions et les capacités des femmes. Donc, qui a peur? Et deux, où est la confiance? Je suis capable de donner les rênes à quelqu'un que je connais. Et c'est pour ça que je challenge aussi quand on a des dirigeants absolument extraordinaires qui disent « J'adore les femmes, je suis très impliquée, je demande des chiffres. Combien en connaissez-vous dans les yeux ?» Est-ce que vous savez qui est Leslie? Est-ce que vous savez qui est Jennifer? Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous lui avez dit c'est quoi le job de demain? Je pourrais en parler des heures. Je voudrais m'adresser aux femmes qui sont des salariés. Et quand on est des RH, comme Marianne, et comme moi je l'ai été, vous n'imaginez pas le temps qu'on passe à parler des individus, à se dire pourvu qu'elles s'en aillent pas, pourvu qu'elles démissionnent pas. Moi, je crois vraiment qu'il faut, quand on veut un job, il faut dire je veux ton job. Pierre, j'aimerais devenir directrice générale. J'ai jamais réussi à l'être.
Et je le pense vraiment ce que je dis. Hein. Le jour où j'ai demandé à être directrice générale, j'ai donné ma démission le même jour parce que je pouvais pas oser dire je vais être directrice générale et en même temps, j'ai pas pu assumer. Dire ce qu'on veut être et après on verra le chemin. Et accepter, comme tout à l'heure, l'humilité de dire peut-être que je vais pas y arriver, peut-être qu'on me le donnera pas. Il y a 70% de femmes qui pensent à s'en aller. Et je voudrais m'adresser aux hommes qui adorent les femmes parce qu'ils ont des enfants. Pardon, je vais être provocatrice. Moi, j'ai un fils et 2 filles. Mais on aime tous les femmes. Vous savez quel c'est le top 3 des postes de membres de comité de direction qu'ont les femmes? DRH, plus de 70%. Marketing. Et finance, péniblement 20%. Une femme sur 10 est directrice de l'IT, directrice des opérations, directrice générale. Des directions générales entières n'ont pas de femmes. Donc, c'est pas aimer les femmes qui est important. C'est est-ce que je suis capable de dire prends mon job demain? Est-ce que je suis capable de prendre le risque de dire ok, j'ouvre un pays, je mets une femme. Les femmes sont dans l'entreprise, elles sont pas ailleurs. Les talents, on passe son temps à compter le nombre de personnes qui démissionnent et à mettre sur les listes de recrutement des femmes. Elles sont là, on les a pas vues. Elles sont là, on les a pas vues. J'ai passé mon temps à faire ça en fait. Hein. On passe son temps à essayer de trouver des talents dehors. Elles sont là. Et on les a pas vues, elles l'ont pas dit. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que on a peut-être le temps pour, je dirais, 2 questions, histoire quand même d'avoir un peu le temps de justement networker autour d'un cocktail. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Merci pour... on m'entend ou pas? Oui, ok. Donc merci pour ces interventions qui étaient passionnantes. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus peut-être un témoignage sur le fait que ces programmes, pour pouvoir outiller les femmes et pour pouvoir les faire progresser, demandent aussi vraiment un effort de pédagogie et de conviction. Moi, je travaille donc à la MSA, je suis en charge de la gestion des cadres dirigeants. La MSA, c'est la sécurité sociale pour le monde agricole. Ça fait pas très sexy comme ça, mais en fait, ça l'est. Et donc, c'est 15 000 salariés, 250 cadres dirigeants. Cadres dirigeants, on est à peu près à parité. Par contre, sur les postes de directrice de caisse, là, c'est un peu plus compliqué. On est à 35% à peu près. Quand je parle de pédagogie, c'est qu'il faut de la pédagogie à destination des hommes pour leur faire comprendre que non, ce qu'on met en place, c'est pas pour leur piquer leur place, qu'on a de la marge. Et puis conviction, c'est en fait faire comprendre aux femmes qu'elles ont besoin d'être outillées, qu'elles ont besoin de développer leur audace. Et pour ça, il faut aller les chercher, il faut leur faire comprendre. J'ai plusieurs exemples dans les cadres dirigeants qu'on suit de femmes que j'ai un peu contrainte à aller suivre des formations sur le leadership au féminin, sur la prise de conscience des stéréotypes, des biais, des croyances qu'on peut se mettre. Et ça a porté ses fruits. J'ai notamment une des dirigeantes de la caisse centrale MSA, qui est dans le COMEX, et qui m'a dit, en fait, si je n'avais pas suivi cette formation, je n'aurais jamais osé postuler à ce poste que j'occupe aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment agir sur ces 2 volets, pédagogie au niveau des hommes, parce que ça crée quand même beaucoup d'anxiété et force de conviction auprès des femmes. Merci. Pierre, vous voudriez peut-être réagir à ça en tant que DGA, sponsor quand même d'une politique favorable et homme? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, mais oui, je suis évidemment d'accord avec ce que vous venez de dire. Ouais. Je pense qu'il faut que les femmes, osent, il faut que les femmes se mettent en avant. Et bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense pas que chez nous un homme puisse se sentir en danger. On est une entreprise qui accélère suffisamment vite pour que les hommes se sentent pas exclus ou menacés ou que leur place soit prise. C'est plus la question de est-ce que les femmes vont pouvoir occuper les nouveaux postes qui vont se créer. C'est plus ça. Et donc, pour nous, la thématique, c'est vraiment le fait d'oser, le fait que les femmes aient conscience de leur pouvoir et de leur puissance. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Rien? Une fois? Deux fois? Cocktail? Merci à tous et toutes, beaucoup. Et bravo Dominique, bravo à vous.